Et bien sûr, un grand débat dominé par les élections législatives. Il n'y a plus qu'une semaine, allez un petit peu plus si on compte le week-end. Il y a d'ailleurs des mobilisations ce week-end, en particulier de mouvements chrétiens qui, dimanche, vont protester contre l'extrême droite, Esplanade du Souvenir à 16h. Alors, je ne fais pas la pub de manifestation, je pourrais dire autre chose aussi, mais ça fait partie de l'actualité. On les recevra d'ailleurs sans doute pour un débat. Vous savez qu'on essaye d'organiser plus ou moins aussi les oppositions. Et hier, ça a plutôt bien marché d'ailleurs, pour ceux qui voudraient réécouter sur notre site le débat qui a eu lieu entre deux jeunes, l'un qui va voter pour le nouveau Front Populaire et puis l'autre qui va voter pour le RN. Voilà, on essaie un petit peu d'alterner selon les opinions des uns et des autres. Alors, on a trois débatteurs ce matin, c'est le principe du grand débat. Antoine Assaf, Jean-François Coulon-Desarts et Frédéric Mounier. Antoine Assaf, écrivain philosophe. Bonjour Antoine. Bonjour Notre-Dame. Jean-François Coulon-Desarts, journaliste. Bonjour Jean-François. Bonjour à tous. Je pensais que vous alliez dire bonjour Notre-Dame comme Antoine de manière solennelle. J'arrive pas à le faire aussi bien que lui. Mais, ah oui, un style. Frédéric Mounier, ancien chef du service religion de la Croix, est aussi avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Louis, bonjour à tous. Donc on va prendre le problème, je ne sais pas par quel bout, parce qu'il y a tellement d'incertitudes. Je vais vous poser la question en fait qu'on pose un peu, comme c'est un débat hebdomadaire, et que je commence un peu par la même question que la dernière fois, c'est-à-dire comment interprétez-vous la dissolution? On va revenir un petit peu donc sur le passé, mais et puis après on ira sur l'actualité et sur l'avenir. Allez Frédéric, vous voulez commencer? Écoutez, moi je me souviens de cette remarque de Patrick Devedjian à propos de la dissolution de 1997. L'allumette. Voilà, l'allumette. Nous étions dans un appartement avec une fuite de gaz et le président a craqué une allumette parce qu'il voulait y voir plus clair. Moralité, nous sommes aujourd'hui, nous allons faire un saut en parachute sans parachute et l'objectif c'est, on va arriver à vivre une situation qui sera grosso modo le Liban sans le soleil. Est-ce qu'on y va plus clair? Certainement pas, on est dans une confusion absolue. Je rappelle que le couple Klarsfeld vote pour le Rassemblement National, François Hollande vote pour Jean-Luc Mélenchon, Villepin également, Aurélien Rousseau qui a soutenu la réforme des retraites vote avec donc le Rassemblement, avec le Front Populaire, et que Nicolas Pigas, le milliardaire rouge, vote pour le Front Populaire aussi. Donc c'est une confusion absolue et plus personne n'y comprend rien. Mais ça met tout le monde d'accord, justement, ça oblige à recomposer un petit peu l'histoire, les choses. Non. Si on veut. Mais enfin, puisqu'on est sur une radio parisienne, je rappelle que dans la 2e circonscription de Paris, Gilles Legendre, un marcheur historique, un compagnon de route de Emmanuel Macron, n'a pas été investi par le parti de Macron au profit d'une créature inconnue de Rachida Dati. Donc là aussi, on est dans une confusion absolue. La valse des étiquettes et la confusion. Jean-François Coulon-Desarts. Tout a été dit, enfin presque. Le président a cassé son jouet. Voilà, on l'a dit, il faut le redire, il a cassé son jouet. Il se regarde dans le miroir et puis comme ça ne tournait pas comme il voulait, il s'est étonné qu'on ne l'aime plus, donc il a cassé son jouet. Alors acte 1, c'est la stupéfaction. Acte 2, l'après-Macron a commencé. C'est-à-dire la guerre de succession, c'est parti. Son ancien Premier ministre Édouard Philippe qui s'affranchit en disant que Macron a fait une grosse bêtise. Attal qui joue perso en déclarant hier élisez-moi Premier ministre. En fait, ça veut dire ça. Ce qui est une incongruité constitutionnelle. Absolument, absolument. Donc, il a ouvert la boîte de Pandore et bien malin sait ce qui va devenir de tout ça. Antoine Assaf. Moi, je dirais, en voyant tout cela, j'ai commis une erreur en prononçant son nom. J'ai dit Mac Néron. C'est Mac Néron, c'est pas Macron. Il a fait l'acte de folie de Néron. Il n'arrivait pas à maîtriser l'ascension de cette communauté chrétienne de plus en plus séductrice par ses valeurs, sans aucune violence. Il a brûlé Rome. De même que Caligula, surtout le Caligula de Camus, la manière dont il analyse. Il tue, il viole, il brûle. Après, il regarde sa maîtresse et dit « Chère madame, ma liberté n'est pas la bonne, elle mène à rien. » Et en respectant les analyses que j'ai entendues, chez Macron, là, il y a comme une sorte d'agonie, mais paranoïaque. Il est entouré des gens qu'il aime et d'un seul coup, il dit 3 ans à passer avec la victoire de la RN et des gens qui me regardent, Pivet à l'Assemblée nationale, l'autre la RN c'est le vaccin, c'est le RN plutôt. Bon, si tu es le R. Là, il s'agit d'un virus plutôt. Disons, j'aime bien mes lapsus. Ça. Pivet qui pleure, dont j'oublie la deuxième partie du nom, qui pleure d'avoir perdu le sommet de sa carrière, qui se retrouve à zéro. Il a quand même rasé, il s'est vengé des siens. Vous n'avez pas gagné. Dehors. Pour l'extrême, M. Bardella, tu as 28 ans,
le petit, comme il l'appelle. Il appelle Attal le petit. Tout le monde le sait. Il l'a appelé mon petit frère. Absolument. Ouais. Et les enfants ont dit à Attal, il a dit, ah bon, je suis le petit frère. C'est pour ramener. Eh ben, la nouvelle génération arrive, mais il veut assister à un désordre, sachant qu'il ne peut pas être élu. Mais attention, il y a des points positifs. C'est-à-dire, dans le Rassemblement national, ce chef Bardella, bon, à la Sorbonne, quand on fait 1 an de géographie, on sait prendre le métro, on peut utiliser le GPS, mais on n'est pas docteur en géographie pour faire de la géopolitique. Donc, j'attends de voir comment ce Bardella, bien costumé, impeccable, coiffure, tout ça, où ça va s'amener. Il peut montrer une certaine immaturité et il peut faire tomber le RN en 3 ans. Et il restera que Marine comme providentiel. Et là, il aurait gagné d'avoir cassé et arraché à la droite extrême, comme on l'appelle, la victoire de la bouche. Et il s'inquiète du côté de Mélenchon, l'Union de gauche. Regardez comme il la traite, migrationniste. C'est quoi ces termes qu'il utilise? Et dans son regard, Aradour-sur-Glane, un homme d'affaires qui était présent, que je connais, il a dit non, je me porte bien. Vous parlez d'Emmanuel Macron. Oui, Emmanuel Macron qui répond à son ami, l'homme d'affaires, lui dit ne vous inquiétez pas, je me porte très bien, je jetais la grenade entre les pieds et qui se débrouille. Mais en fait, non, il croit avoir jeté la grenade, mais il a gardé la grenade dans les mains, il a jeté la goupille seulement. Voilà. Et donc, plus personne ne sait ce qui va se passer. Alors, la photo qui a été diffusée par l'Élysée, lorsque Macron annonce à ses troupes la dissolution, en noir et blanc, la photo est absolument incroyable. On voit la tête d'Attal, la tête des plus fidèles, mais qui sont plus que désarçonnés. Puis celle de Larcher au Sénat. Voilà, absolument. Larcher attend Et c'est pourquoi, mon cher, pour lancer le côté positif de l'action, si j'étais en politique, si j'étais le grand-père de Bardella, je lui aurais dit, mon petit, pour rester... Ah non, c'est Attal le petit. Poussez-le à la démission. Mais pour Attal, c'est Bardella le petit. Ouais. Maintenant. Et donc, poussez ce type à la démission. On ne donne pas la confiance au gouvernement une fois. Et s'ils n'ont pas la majorité absolue des deux, ils ne vont pas pouvoir gouverner. Donc, il va peut-être dissoudre une deuxième fois. C'est pas possible. Non, il peut pas. C'est pas possible. Mais s'il le fait... Pas avant 1 an. Oui, mais s'il le fait, c'est Larcher qui va lui dire, maintenant, tu dégages, je préside et... Oui, élection présidentielle. Mais on ne peut pas dissoudre avant 1 an. Oui, c'est ça. Enfin, 1 an. Là, même si on change de président. Absolument. Mais après 1 an, s'il n'a pas la confiance, dans l'hypothèse il doit où il y démissionner. aurait une élection à l'automne, par exemple, on serait obligé d'avoir la même assemblée jusqu'au mois de juin prochain. Absolument. Mais est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça un calcul politique, comme on les déteste, c'est-à-dire un peu minable? Imaginez que le Rassemblement national arrive au pouvoir. Bon, il ne va pas avoir la tâche facile. Enfin, à Matignon, oui, à Matignon. Qui n'est pas l'intégralité du pouvoir. Non, à Matignon. Mais en cohabitation, ils ne vont pas avoir la tâche facile. Donc, 2 ans après, les amis de Macron seraient peut-être le recours. Est-ce qu'il n'y a pas un calcul comme ça? Je ne sais pas. Et vous avez bien entendu. Moi, c'est la première Bardella. chose à laquelle j'ai pensé. Je me dis, c'est de répéter la cohabitation de 86-88. Absolument. Ouais, mais mon cher Louis Dauphren, vous avez bien vu comment Bardella, on le pousse ses conseillers. Je dis, baissez les demandes, soyez réalistes. C'est pas en 3 jours que je vais régler les problèmes de 30 ans. Il commence à avoir des paroles prophétiques. Hein. Les 3 jours, c'est les 3 ans du RN peuvent absolument faire tomber le RN à l'égard de tous ces ouvriers, ces gens de gauche socialistes qui ont décidé de voter pour Marine Le Pen et son clan et qui se disent mais ils seront incapables. Et puis n'oubliez pas les PDG, les MEDEF et tout ça qui disent attention, il y a un réalisme. Vous allez nous faire perdre temps et les chiffres. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas été à la hauteur. Oui, mais les Français sont dans un état d'esprit, ils veulent essayer parce que eux, on ne les a pas essayés. On a essayé la droite, on a essayé la gauche, on a essayé la gauche, on a essayé la droite. Eux, on ne les a pas essayés. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Mais enfin, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas essayées. Non, mais il y a c'est pas une raison. C'est ce que disent tous les sondages. Je sais si les sondages, il faut les prendre avec des pincettes, mais c'est un petit peu l'état d'esprit, quoi. Donc, oui, vous avez bien vu. Avec Mitterrand, on a essayé 2 ans Chirac et il a perdu. Avec Chirac, on a essayé 2 ans Jospin et il a perdu. Et je crois que Macron, à côté de l'acte de folie paranoïaque, il a misé sur cette stratégie. Il a dit, je tuerai le RN, mais là, il voit renaître une gauche, un Glucksmann qui a atteint 14%, le retour d'une gauche qui l'inquiète. C'est bien fait avoir d'ailleurs. Et ben voilà, et puis il est en 3e position, 10 points derrière. C'est-à-dire ce qu'on appelle Renaissance, une mort lente et tragique. Donc, si on vous suit, il n'y a pas de rationalité aujourd'hui dans l'action d'avoir donc dissous l'Assemblée nationale. Non, je pense que nous avons perdu la raison dans tous les sens du terme et plus personne ne raisonne. Moi, je propose un zoom arrière. Je pense que dans tout l'univers occidental aujourd'hui, on assiste à une trumpisation du paysage politique.
Et donc, c'est la rue contre les urnes, en fait. Les urnes sont vaporisées d'une certaine façon. Et donc, c'est la rue. Ce qu'on a vu le 6 janvier au Capitole à Washington, on pourrait tout à fait le voir ou le revoir, parce qu'on l'a déjà vu dans notre histoire, à l'Assemblée nationale. Voilà, la foule pourrait tout à fait un jour envahir l'Assemblée nationale. Une foule devenue furieuse parce que le Rassemblement national aura échoué, parce que le système est bloqué, parce que plus personne ne saura quoi faire. Moi, je crains beaucoup les violences. Je pense que la France est un pays qui s'est construit à coups de violence, à coups de révolution, de révolte. Le petit livre de Christophe Barbier sur la France des révoltes est très éclairant. C'est chez Fayard et c'est très très éclairant. Les révoltes ne sont pas forcément des révolutions, mais ce sont des exutoires, ce sont des moyens de s'exprimer, mais à quel prix ? Au prix du sang. Mais c'est généralement parisien comme phénomène, hein, beaucoup les révoltes. Hein, oui, enfin, en particulier le 19e. Oui, c'est vrai, mais les bonnets rouges, c'était en Bretagne. Et on a vu ce que la Bretagne donne ces temps-ci. La Bretagne n'est plus macroniste. Voilà, donc beaucoup d'inquiétudes. Mais sur l'attitude du chef de l'État, est-ce que vous pensez, si on vous écoute, vous avez tendance un petit peu à l'infantiliser, à parler de paranoïa, alors qu'on peut imaginer quand même un calcul politique qui était savamment imaginé. On ne sait pas dans quelle hypothèse on est. Est-ce qu'on est dans l'hypothèse du coup de folie, du coup de sang, ou de la grenade dégoupillée, ou est-ce qu'on est dans un plan qui est beaucoup plus médité ? Voilà, puisqu'on a parlé... Vous pensez que c'est la première option ? Non, c'est pas tout à fait toute seule, parce que là, on a parlé de Trump, et Trump, c'est le langage émotionnel. Quand il était à la Maison-Blanche, il recevait 100 pages d'analyse géopolitique du monde, et il les balançait à la poubelle. Il a dit, moi, j'ai mon instinct. C'est un peu comme le président de Maroc du Nord. Il y a un peu une pulsion, comme chez les Russes, mais elle est maîtrisée par une forte pensée stratégique chez Poutine. Là, la stratégie, après 7 ans, parce que n'oubliez pas, il a atteint le septennat, Macron, comme les anciens présidents. Et après 7 ans, il se dit, avec qui je vais vivre à l'Élysée ? Avec des gens qui me voient sortir, tu ne comptes plus, donc il ne saurait pas écouter. Donc il aurait préféré susciter l'ennemi, arracher la victoire de l'ennemi, l'utiliser, et à partir de là, prolonger vers un désordre, et après moi le déluge. Il aurait pu le dire. Il a fait appel à Philippe Édouard, il fait appel à tous ces gens qui l'entourent. Mais ce genre de personnage, j'ai parlé de Néron, il brûlera avec Rome, il reviendra jamais. Là, Hollande, il a ridiculisé la scène politique en disant « je vais prendre ma revanche et je veux me battre ». Sarkozy était... Vous imaginez Hollande Premier ministre de Emmanuel Macron ? Sarkozy était digne. Il a fait une analyse sur l'unité et l'identité. Et à mon avis, on va vers un désordre politique que seule la politique d'obliger notre président à démissionner. On lui a dit, vous avez fait un septennat, monsieur, laissez la place à des gens qui veulent gouverner ce pays et ne pas jouer avec la France. C'est quand même un des plus grands pays d'Europe. Et ça, on peut remercier monsieur Lionel Jospin, parce que ça, ce sont les effets... donc ? Parce que ce sont les effets pervers du quinquennat. Quand on a tripatouillé la Constitution, quand Jospin était à Matignon, voilà, on paye l'effet pervers des 5 ans de président. La présidence 5 ans, il ne peut plus se représenter au bout de 2 mandats. Donc, et d'abord, pourquoi on ne pourrait pas se représenter au bout de 2 mandats ? Si le peuple vote, pourquoi ? Pourquoi on a fait beaucoup de bêtises. Le non-cumul des mandats, c'est une vraie bêtise, ça aussi. On a des députés qui sont hors sol maintenant. Et est-ce que être député, être maire d'une commune de 300 habitants, c'est incompatible ? Je rappelle qu'en France, sur les 35 000 communes, il y en a 30 000 qui ont moins de combien ? 400, 500 habitants ? Donc tout ça est grotesque. Et 93% ont voté pour le Rassemblement national. Voilà, donc voilà. Et ça, c'est les effets pervers d'avoir voulu triturer la Constitution de la 5e. Donc il ne fallait rien changer. Là-dessus, le septennat et pas de cumul des mandats. Le point positif quand même, c'est que désormais, l'élection législative est décorrélée de l'élection présidentielle. Alors qu'auparavant, elles étaient simultanées et donc il y avait une très grande démobilisation pendant la législative. Mais c'est plutôt mieux que ce soit décorrélé, non ? Oui, absolument. Parce que justement, ça recrée un événement. C'est un déblocage. C'est un déblocage du système constitutionnel. J'essaie de voir les choses positives quand même. Parce qu'on pourrait très bien dire que le fait d'avoir dissous, c'est une manière de rendre donc au peuple la possibilité de s'exprimer. C'est ce qu'il dit. Et que donc c'est une forme de geste démocratique. Mais quand même, le mot de Sarkozy qui est devenu un sage, l'air libre du Sud, là, les caps lui donnent beaucoup d'inspiration. Il a dit quand même, on ne peut pas jouer avec le peuple français, appeler le peuple français à voter après 48 mois. Ils n'ont pas eu le temps de voir aucun résultat de l'autre côté, et puis faire peur au peuple français par le fantôme de l'extrême droite, ça ne marche plus. Il a été élu 2 fois à 20% en utilisant cette stratégie.
Et maintenant, il va utiliser celle de la gauche. Il va leur dire, attention, c'est la gauche qui est migrationniste. Et il va utiliser les mêmes termes. Alors, c'est aussi une part du calcul. Folie, c'est quoi ? C'est aussi une part du calcul, mais est-ce de la folie ou de l'inconscience ? C'est de penser que les Français seront raisonnables et donc se projetteront sur le centre, l'actuel exécutif, et laisseront les extrêmes de côté par peur justement du chaos. Et ça, est-ce que c'est ce que pense résolument Emmanuel Macron ? Mais il y a un tel rejet de Macron qu'il n'est même pas sur les affiches de ses candidats. Je veux dire, il n'y a pas une photo de Macron, c'est quand même hallucinant. Absolument, absolument. Et puis par ailleurs, le pays est à fleur de peau. Le pays est extraordinairement tendu. On le voit bien pendant les débats qui sont organisés sur les diverses chaînes d'information continue. Lorsque le peuple est appelé à s'exprimer avec des grands témoins, etc., personne n'écoute personne. La raison est totalement évacuée des plateaux aujourd'hui. C'est juste l'émotion et c'est juste la lutte de tous contre tous. Et donc, dans ce cadre-là, en appeler au peuple, c'est extraordinairement dangereux. Et surtout le moment choisi, à 15 jours, 3 semaines des Jeux Olympiques, où le monde entier devrait avoir les regards tournés vers Paris. Quoi. Mais d'un côté, ça oblige tout le monde à se positionner rapidement. Sinon, vous n'auriez pas eu ce qu'a fait Éric Ciotti, par exemple, des choses comme ça. Vous n'auriez pas eu de déblocage aussi de situation, non ? Est-ce qu'on ne peut pas estimer que finalement, la situation s'est débloquée ? Mais c'est fini. Éric Ciotti, tel qu'il est parti, LR, RN, va devenir un courant et même un parti politique en lui-même. Tous ceux qui l'ont suivi, ils ont gonflé les listes, ils ont fait appel. Moi, j'ai des amis qui ont reçu des coups de fil. Mets-toi sur la liste pour avoir le maximum qui ne sont pas gagnés. Et puis, il les a flattés. Et il partira avec ses financiers qui vont l'appuyer. Le L éclata. Mais moi, une chose qui m'a étonné, c'est l'intervention de... J'ai retrouvé Pivet-Brown, c'est ça ? Yael Braun-Pivet. De l'Assemblée nationale. Enfin, il y a toute la civilisation européenne, mais elle a fait quand même une intervention très, très réaliste. Elle a dit, il aurait pu tout à fait nous laisser pendant 3 ans agir. La victoire de la droite est une victoire en Europe. On a le Parlement, ils n'ont que 89 députés. Et avec ça, on peut pendant 3 ans bloquer, essayer de proposer des choses sur le terrain et les affaiblir pour la présidentielle. Mais il ne voulait pas de ces 3 ans à côté de ceux qui, comme tu le disais bien, Attal, tout ça, tous ces monstres qui te disent maintenant dehors. Tu as bien fait ce que tu as fait. Il ne voulait pas de ces situations. Mais attention, sur le terrain, les macronistes ne sont pas très forts. En élection locale, etc., ils n'ont personne. Hein. Ce sont la droite dite traditionnelle, je ne sais pas comment appeler ça maintenant, les droites. Et la gauche... C'est un objet un petit peu curieux. Oui, c'est un objet curieux. Alors maintenant, là où la gauche a donné un coup de pied aux fesses de la droite, c'est ce rassemblement qui est absolument hétéroclite, qui est surréaliste, on peut en parler, mais... Et puis les 14% de Glucksmann. Voilà, et le peuple de droite veut un rassemblement de la droite, quoi. Donc Ciotti a joué sa carte et il va dans le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire qui consiste aussi à préserver... À unifier les droites. À préserver ce qui peut l'être. À unifier les droites. Oui, mais ça marche pas. Frédéric Mounier. Ça marche pas. Ça marche pas à cause de certains barons qui font de la politique du 19e et du 20e siècle. Et qui ont bien vieilli. Qui ont bien vieilli. L'intervention de Bertrand. Moi, je suis pas convaincu. Alors, pas tous en même temps, Frédéric. Non, moi, je suis pas convaincu. J'ai entendu un jeune assistant parlementaire qui me disait récemment Éric Ciotti, c'est le Pierre Laval d'aujourd'hui. Et je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Nous sommes quelque part en juillet 40, c'est-à-dire que face au collectivisme bolchevique, les milieux d'affaires et les droites françaises choisissent d'une certaine façon le nationalisme souverainiste, populiste. Et on ne sait pas où ça nous mène. Voilà. Donc c'est ça l'inquiétude. Puisque vous aimez les analogies historiques, il faut aller plus loin. Cher lui, il faut aller plus loin. À l'époque où Barès gagnait avec son nationalisme romantique, etc., en plus un côté germanique de la Lorraine, on disait la formule, il faut barrer la route à Barès. Et aujourd'hui, on a le bar de Bardella. Il faut barrer la route à Bardella. Or, Bardella avance, et puis plus il avance, plus on l'enlève. Il dit non, attention, il se normalise. Et j'attends ce débat. Si les premiers ministres, et sans la majorité absolue, je ne vois pas un Parlement qui va pouvoir gouverner. Il va y avoir un désordre, pas les coups de poing du Parlement italien, puisque nous avons de plus en plus d'Italiens. Les retours des Mazarini, n'est-ce pas ? Ils ont des candidats qui viennent d'Italie. Marion et Maria, un Italien. Bon, on souhaite qu'ils aient le niveau de Mazarini, mais pour cela, il faut un cerveau. Mais on a bien vu, lors des dernières élections européennes, l'avancée des droites dans toute l'Europe. Absolument. Dans toute l'Europe, que ce soit en Italie, Monsieur Orban, partout. Donc c'est un mouvement aussi de fond, je ne sais pas comment, mais il faut en tenir compte, il faut l'analyser. Est-ce qu'on peut raisonner donc en termes aujourd'hui de
centre et d'extrême. Est-ce que ça, c'est pertinent ou de bloc? On s'aperçoit que le mot bloc a tendance à se substituer à peut-être une grille de lecture antérieure. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a 3 blocs ou 4 blocs? Visiblement, d'après ce que nous expliquent les sondeurs chaque jour, il y a 3 blocs. Oui, il y a la droite, l'extrême gauche et une espèce de centre mou. On ne sait plus ce qu'il y a d'ailleurs du tout dans ce centre. Mais quand on dit bloc, ça veut dire qu'on raisonne à parité de nature, alors que quand on parle d'extrême et de centre, on inclut une notion, un jugement sur le degré. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que finalement, ce qui change dans la politique, c'est qu'avant, la droite, la gauche, on n'est pas d'accord, on s'engueule, etc., mais on pouvait discuter. Maintenant, la gauche et l'extrême gauche et les gens de M. Mélenchon, vous ne pensez pas comme eux, vous êtes le mal. On ne discute pas avec le mal. Et c'est ça qui est assez frappant. Mais ça, c'est le principe il y a plus de discussion. Mais ça, c'est le principe de Robespierre, qui, au nom de la vertu, a toujours considéré que les autres étaient l'ennemi. Voilà, vous avez tout à fait raison. L'espoir qu'on peut avoir, c'est que on sait que les révolutionnaires se sont toujours dévorés entre eux. Donc voilà. Mais ça va très mal ses enfants. Oui. Oui, puisqu'on parle des révolutionnaires chez lui, il y a un raisonnement que Victor Hugo a fait dans les Châtiments. Après, bien sûr, il y a 1870, cet échec, et puis la commune, Kant quand même, Thiers et l'État, et puis la division des Français. Il a dit, il n'y a plus de droite, gauche et centre, il y a le haut et le bas. Et aujourd'hui, on n'a plus à parler de gauche-droite, parce que la droite se normalise, beaucoup même d'anciens socialistes votent pour le Rassemblement national. La France ne veut plus de parti politique, elle veut quelque chose de haut qui réalise des valeurs qui sauvent ce pays, aussi bien en Europe que dans les crises que vivent les Français dans leur économie, leur agriculture, ou bien les pousser vers le bas. Alors, toutes ces recompositions des centres, des politiques, je crois qu'il n'y a que la gauche qui arrive à recomposer, parce que c'est des fonctionnaires, c'est des professionnels des partis politiques. Les gens de droite ont toujours rêvé d'un leader, d'un duce, d'un chef. Maintenant, c'est un Bonaparte plutôt qu'un duce. Un Bonaparte des gauchistes. On est en France, Et c'est pourquoi, pour moi, Mélenchon, c'est une culture de droite. C'est un peu un chef à la duce, quoi. Et j'espère que ceux qui vont être élus le sachent. La France n'est plus dans la gauche. Comment classez-vous du coup avec par le bien commun que tu fais à ce pays? Ils sont quand même... les SMIC sont très bas. Bardella arrive, je pousserai la SMIC à combien? Il a dit à 1006, à 1007. Les hommes d'affaires lui disent, bon, qu'est-ce qui t'arrive? L'immigration, on met dehors, on fait des reportages sur les travailleurs mexicains aux États-Unis, que s'ils partaient de Californie, toute l'économie américaine tomberait bas. On lui dit des exemples réels que son âge n'a pas permis de connaître. Le haut et le bas, c'est le bien commun, absent ou présent. Et ben voilà une grille de lecture nouvelle. Jean-François Coulon-Desarts, un dernier mot juste avant de se quitter, avant les infos. Oui, non, simplement que la simple critique maintenant de l'immigration, de ses effets pervers, que ce soit la défense des frontières ou les positions fermes sur la sécurité, et vous êtes taxé d'extrême droite. Ce qui est quand même hallucinant, il faudrait se mettre d'accord sur la notion d'extrême droite. Je rappelle que dans les années 80, le RPR Jacques Chirac, qui se voulait l'héritier du gaullisme, préconisait, en sus de la restriction de l'accès aux allocations familiales, la suppression du droit du sol et l'expulsion des immigrés au chômage depuis plus de 2 ans. C'est-à-dire, c'est le programme du Rassemblement national. Donc le curseur a bougé. Voilà, c'est juste ça. Il faut se mettre un peu d'accord. Allez, on va continuer à débattre dans un instant après les infos. Frédéric Mounier, Jean-François Coulon-Desarts et Antoine Assaf. À tout de suite.